Bonsoir à tous et bienvenue sur Equinox Soir. Ils avaient pour dénominateur commun la violation de l'article 124 alinéa 1 qui dispose que le candidat doit verser au trésor public un cautionnement fixé à 30 millions de francs CFA. À cela venait s'ajouter, pour les candidatures indépendantes, l'absence de liste de 300 signatures de personnalités originaires de toutes les régions telles que prévoit l'article 121 du Code électoral. L'audience de règlement du contentieux préélectoral, la présidentielle d'octobre prochain, présidée par Clément Atangana vendredi dernier, a rejeté tous les recours soumis à l'examen des 11 sages du Conseil constitutionnel. Contentieux préélectoral, les recours programmés pour ne pas prospérer, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, Madame, Monsieur, je suis avec Thierry Nyopé. Bonsoir Thierry. Bonsoir c'est Jalin Autour, bonsoir également aux téléspectateurs d'Equinox Soir, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Vous êtes journaliste, directeur de publication confidentielle. C'est exact, et bien d'autres casquettes, promoteur du site internet www.refletdafriquetv.com. C'est une télévision qui lance son streaming d'ici à 2 semaines et la télévision en clair d'ici avant la présidentielle. C'est pour dire que nous sommes en plein chantier, mais il est clair quand même qu'il y a beaucoup à faire. Le chemin est assez long, on n'espère pas périlleux, mais une chose est sûre, l'aventure s'annonce intéressante. Ok. Également avec nous pour la première fois, Martin Zan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Aléonto. Je suis très content d'être ici à Equinox TV. En plus, je me retrouve face à mon ancien professeur d'histoire géo et éducation civique. Je suis très content. Vous êtes expert de l'économie monétaire et bancaire, c'est bien cela? Affirmatif, monsieur Serge Aléonto. Spécialiste de la gestion bancaire des établissements financiers. Et des établissements financiers. À côté de vous, Célestin Djamène. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous êtes resté dans votre domaine, secrétaire national en charge des droits de l'homme et de la gouvernance au MRC. Cette fois-ci. Le président national du MRC a bien voulu m'accorder ce privilège. Je n'ai pas à faire la fine bouche, je suis là pour servir mon parti avec hargne et détermination. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une période extrêmement délicate pour le Cameroun, pas seulement pour le MRC. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de mettre sa préoccupation principale sur l'ambition claire et sans embâche de dégager le locataire des taudis. Ça passe par des projets solides qu'il faut présenter aux Camerounais. Pour l'instant, sur le terrain, comme dans les textes, le candidat Maurice Kamto est le seul à présenter des projets. Nous ne sommes pas encore en campagne, Célestin Djamène. C'est le 24. Campagne, mais nous sommes en pré-campagne. Oui. Il n'est pas interdit d'évoquer des sujets qui intéressent les Camerounais. Donc je dis et je redis encore une fois de plus aujourd'hui que nous sommes sur le terrain parce qu'on n'a pas envie d'être une opposition molle. Okay. J'ai choisi une opposition résolue et déterminée, dont nous sommes convaincus que cette année sera une année spéciale. Il a fallu du temps pour le comprendre, Célestin Djamène. Vaut mieux tard que jamais. Ce qui est important, c'est que les choses viennent à point nommé. Je reste avec vous. Il est titré là, programmé pour ne pas prospérer, ces recours. Lorsque vous avez regardé la qualité des requérants, vous vous êtes dit qu'il y a une candidature qui peut faire fléchir les 11 sages. Parmi ces candidats, il y a eu beaucoup d'aventuriers. Des aventuriers, vous dites? Oui, parce qu'il y avait quand même certaines dispositions claires du code électoral, parmi lesquelles le versement d'une caution de 30 millions. On l'a fait à dessein parce que le but était justement d'éliminer, en tout cas de réduire le nombre de candidats, c'est ce que moi j'avais compris dès 2011. Et donc, beaucoup de candidats se sont amusés d'aller simplement déposer les documents à Elecam sans verser la caution. Bien sûr, Elecam, au départ, prend tout, n'a pas besoin... Est-ce que ce n'est pas un problème ? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir ça? C'est un problème parce qu'effectivement, je crois que... Parce que n'importe qui peut se lever et va à Elecam, il dépose sa candidature. Ben oui, il va falloir réformer. Moi, je me bats depuis maintenant pratiquement 2 ans pour qu'on revoie de fond en comble ce code électoral qui permet tout et n'importe quoi. Je considère que la campagne présidentielle, l'aspiration à diriger un pays comme le Cameroun ne doit pas être une aventure ambiguë.
Donc je crois que ceux qui aspirent à cette fonction suprême doivent être des gens crédibles et parfaitement, n'est-ce pas, à l'aise avec les textes. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a des conditions pour aspirer à cette haute fonction suprême. Pour ceux qui ont choisi la voie de la candidature indépendante, beaucoup n'ont pas compris que les méthodes étaient sciemment faites étaient draconiennes. Ah oui. Étaient faites pour décourager. Il faut 300 signatures, dont 30 par région. Par région. Et vous savez que les élus originaires, effectivement, qui donnent leur signature, ne peuvent pas donner une deuxième fois. Oui. Donc il faut que les gens le comprennent. C'est la raison pour laquelle la candidature indépendante au Cameroun est quasiment inopérante. Parce que c'est fait de telle manière que personne ne puisse effectivement être retenu. Vous savez, sur 360 mairies, leur DPC en a au moins, je crois, 247. C'est énorme. Donc, ils ont leur candidat naturel, dont ils n'oseront pas, parce que la signature est légalisée et publique. On sait qui signe pour qui. Oui. Donc, en conséquence, je pense que c'est quand même une aventure assez ambiguë de pouvoir penser qu'ils auraient facilement les 300 signatures. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. C'est pour ça que le MRC et son président, son porteur de projet, se bat afin que, le moment venu, quand les Camerounais lui auront fait confiance, de réformer la Constitution et l'État, afin que chaque Camerounais puisse avoir, n'est-ce pas, l'opportunité d'accéder à la fonction qu'il souhaite, en respectant bien sûr les textes accessibles à tout le monde. Thierry Yopé, il y a justement un des candidats qui a été débouté vendredi dernier, Robert Gahan Midana. Il parle d'une candidature, il dit que ce n'est pas la présidentielle, c'est pas une aventure. Non seulement il n'a pas payé le cautionnement de 30 millions, mais lui il pense qu'on devrait passer de 30 à 100 millions. Je crois, Célestin Diamé l'a suffisamment dit tout à l'heure, et je crois certainement que nous aurons la possibilité de revenir de long en large sur cet aspect, parce que nous continuons à croire que la fonction présidentielle n'est pas un champ d'expérimentation des apprentis aventuriers. On a eu comme l'impression justement que cette élection présidentielle a donné libre cours à ces aventuriers qui savaient bien, au-delà de toute chose, qu'il leur était pratiquement impossible de réunir les conditions telles que le dispose la loi fondamentale, mais ces gens se sont quand même essayés à le faire. On a vu les raisons de ces différents renvois. Imaginez que l'essentiel de ces candidats ou de ces candidatures déboutées n'avaient même pas réussi l'exploit de disposer ne serait-ce qu'un certificat de non-imposition ou d'imposition. La pièce la plus facile à obtenir, d'aucuns même n'avaient pas, ne serait-ce que l'extrait de leur casier judiciaire ou du bulletin numéro 3, ce qui est aberrant, à la limite insultant, quand on sait justement que le chef de l'État... Vous parlez de qui, là? Je n'aimerais pas... Ils sont nombreux. Il ne s'agit pas seulement d'un candidat. Si vous voulez, on reviendra sur les noms. Candidats après candidat. Oui, on va étudier 2 ou 3 cas. Justement pour amener les uns et les autres à comprendre que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un champ de manioc où tout le monde peut se permettre de se lancer. La fonction présidentielle mérite beaucoup de sérieux. Il suffit simplement de lire l'article numéro 5 de la Constitution, de la loi fondamentale du Cameroun, sur les prérogatives du président de la République. Quand on les lit, on comprend effectivement que c'est quelque chose, c'est à prendre avec beaucoup de sérieux, et les gens qui sont aventurés justement ne l'ont pas compris. En fait, l'ont certainement compris, mais ont simplement voulu entrer dans la prospérité d'une manière ou d'une autre, marquer les esprits et dire que moi aussi j'étais là. Voilà quelqu'un, par exemple, qui a déposé sa candidature, qui n'a même pas rempli l'un des éléments, c'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure du dépôt du cautionnement de 300 millions de francs, de 30 millions de francs CFA, mais qui se permet de dire que à l'avenir, l'idéal serait de mettre cette caution à 100 millions. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il voulait juste passer un message, il voulait montrer, en fait, mettre son nom au devant de la scène, on ne sait pas, mais ce sont quand même des choses qui méritent, Célestin l'a dit tout à l'heure, peut-être le code électoral en lui-même mérite d'être toiletté. Ok. Martin San, il y a eu beaucoup d'aventuriers dans cette... Extrêmement. Il y a tellement d'aventuriers, si bien qu'on ne comprend pas.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils savent faire? On ne sait pas. C'était quoi? Ils voulaient, c'était un coup de pub pour eux? Moi, je me dis qu'ils ont fait un petit marketing personnel. Voilà, ils n'étaient pas connus, même dans leur propre maison, ils n'étaient pas connus. Voilà, ils voulaient juste qu'on parle d'eux dans des médias, comme pour dire, voilà, il y a tel. Si quelqu'un n'arrive même pas à produire son extrait numéro 3, les 7 casiers judiciaires, on comprend par là que cette personne est habitée par un autre esprit. C'est pas l'esprit qui peut diriger le pays. Je l'ai dit sous un autre plateau, que je n'aimerais pas citer ici, pour qu'il n'y ait pas concurrence. Mais en réalité, beaucoup de Camerounais se sont, n'est-ce pas, aventuriers. D'aucuns n'ont pas de pièces, d'aucuns n'ont même pas, je ne sais pas, peut-être ils n'ont même pas 1 million de francs dans leur compte, mais ils ont tout fait pour déposer la candidature. Et là, voilà, pour sortir encore un peu plus tard, pour dire, voilà, on ne m'a pas pris, voilà, ma candidature n'a pas été retenue, voilà, un peu ça. C'est un peu ça, ce sont des aventuriers. Ok, il nous a rejoint sur ce plateau Olivier Ahmed Mbombo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Oui, vous êtes enseignant? Je suis enseignant de mathématiques à la base. Oui. Et je suis membre de l'administration scolaire du lycée de la Place. Oui. Je suis surtout enseignant d'université. Vous êtes membre de 11 millions de citoyens dans le nom. On peut le dire ainsi. Oui. D'une certaine manière, mais je ne suis pas ici pour représenter les 11 millions. Oui. Ok. Vous, au regard de ce qui s'est passé vendredi dernier au Palais des Congrès, c'était une surprise pour vous que tous aient été déboutés? Je n'ai pas été particulièrement surpris, sincèrement, parce que nous observons beaucoup de théâtralisation, voilà, de notre espace politique. Je salue au passage mon grand frère en face. C'est Saint-Germain que je connais très bien. Oui, voilà, oui. Et les autres panélistes, je ne les ai pas salués. Je disais donc qu'on assiste à ce qu'on peut appeler des mises en scène. J'ai entendu Martin tout à l'heure, j'espère que je ne me trompe pas, parler de l'extrait de casier judiciaire, mais il y en a qui n'avaient pas d'extrait d'acte de naissance, Martin. Je me suis amusé à aller sur ma page Facebook tout à l'heure pour me rendre compte qu'effectivement, il y a eu beaucoup de cas, pas une seule personne, parce que quand on parle de cautionnement, on va dire 30 millions, c'est chiffres, ainsi de suite, ce qui est normal à une fonction comme celle-là. Mais il y en a qui n'avaient pas d'extrait de casier judiciaire, d'extrait d'acte de naissance, je pense que c'est suffisamment grave. On ne va pas les citer ici. Voilà. Ok. Bon, Célestin Djamène, on a parlé de certains cas. Il y a Geneviève Envené, candidature indépendante, qui pense que sa candidature vient de Dieu. Et forcément, le Conseil constitutionnel devrait la mettre à côté de votre champion pour le 7 octobre. Vous voyez bien qu'il y a des motivations fantasmagoriques qui ne relèvent pas des principes juridiques. Elle n'avait rien à faire dans c'est ce qu'on lui a justement rappelé vendredi dernier. Dans ce palais de congrès, je dis que moi aussi je suis croyant, je suis catholique pratiquant, mais pour autant je ne vais pas aller avancer dans une maison du droit que mon dossier vient de Dieu. Il faut quand même raison garder. Je pense que même Dieu n'est pas déraisonnable. Il y a la cité des hommes, il y a des critères, des conditions pour accéder à la magistrature suprême. Je crois que le minimum, c'est que les gens puissent le respecter. Donc cette dame n'avait rien à voir dans ce palais, elle était sur sa planète, évidemment, mais je crois que ça redemande, tout à l'heure j'ai parlé du code électoral. Oui. Je crois qu'il faut un pré-examen de dossier. Comprenez? On ne peut pas se Qui doit le faire? Le conseil départemental des LECAM. Ceux qui résident dans un département, quand ils vont déposer un dossier... Avant que ça arrive à Yaoundé. Oui, il y a un pré-examen. Quand même, si on dit qu'il y a 11 documents à fournir, il faut un minimum quand même. On ne peut pas non plus accepter que n'importe quel farfelu, excusez-moi du mot un peu fort, vienne se permettre d'aller encombrer, perdre du temps. Non, ça peut être combien? Mais écoutez, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le montant voilà, Thierry et les autres, le montant de la caution, parce que j'estime que le vote censitaire, c'est un vote du Moyen-Âge. Dit qu'on choisissait les candidats par l'argent. Mais vous croyez que 30 millions, c'est de ces 30 millions, je crois on est parti de 5 à 30 millions. Hein. Au Sénégal, c'est un peu plus que ça, mais je suis contre cela. Oui. Je crois qu'il faut permettre aux personnes qui aspirent à la magistrature suprême de pouvoir rêver, mais en remplissant toutes les conditions. En termes d'argent, je considère que là, c'est fait à dessein pour décourager certains candidats. Il y a des candidats peu valeureux, mais qui ont beaucoup d'argent, qui vont aller ennuyer les Camerounais, qui perdent du temps. Il y a en revanche des candidats qui sont militants de très longue date, qui sont pas assez fortunés, mais qui peuvent avoir de grandes ambitions, de grands talents pour ce pays. Je crois qu'il faut mettre un montant raisonnable. Et donc, pour les autres conditions, permettre à l'ECAM de faire un pré-examen sur les dossiers.
Je veux dire que on a vu au soir du 28 juillet des personnes qui n'avaient même pas la moitié des dossiers venir à l'ECAM pour perdre du temps aux gens. Non, il faut arrêter avec ça. Je pense que les gens qui aspirent à avoir une carte de visite comme quoi ils ont été recalés, c'est un grand motif de réjouissance pour eux, il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est une fonction qui est désacralisée. Je considère que pour ma part, c'est une fonction suffisamment importante pour que les Camerounais y mettent un peu de sérieux, comprenez. Donc cette dame, en l'occurrence, qui cite Dieu, je veux bien, mais franchement, là on atteint des cas, des situations psychiatriques. Il y a un problème. Comment peut-elle dire que si vous refusez, Dieu va vous jeter sa punition? Non, il faut être un peu sérieux. C'est la raison pour laquelle cet examen s'impose au niveau de l'ECAM. Mais je pense qu'il est temps de revoir le montant, parce que ça s'appelle le vote sans idée, le vote par l'argent. Donc tous les bourgeois seraient candidats, et les petites gens qui ont moins de moyens ne le seraient pas, alors qu'ils ont beaucoup plus d'amour, plus d'ambition pour leur pays. Non, je crois qu'il faut revoir tout ça. Et donc, je pense que le code électoral mérite un toilettage en profondeur. Outre le fait que ce code est allé sur mesure et tout le monde peut le vérifier, pour un seul parti et pour un seul candidat, il est important aussi qu'on voit les conditions qui puissent permettre aux Camerounais citoyens, parce qu'on nous demande d'être citoyens disciplinés et exemplaires chaque jour, mais en même temps, avec les conditions de précarité qui existent dans notre pays, on vous demande de payer 30 millions pour être candidat. Non, ce n'est pas sérieux. Je crois que c'est pas parce que le Sénégal a mis à, 100 millions qu'il va falloir qu'on les imite. Non, on est un pays, on a nos valeurs, nos façons de voir les choses. Il faut ramener cela à un montant raisonnable. Passer de 5 millions à 30 millions, c'est énorme. C'est énorme. Je veux bien que M. Jean Djiga, avec ses pitreries de 2011, ait pu dissuader certains concepteurs de la loi, mais le monde politique ne se réduit pas à Jean Djiga en 2011, parce que, effectivement, son incompétence a fait en sorte qu'effectivement, non, vous allez pas. Non, mais parce que Jean Djiga n'est pas sur ce plateau ces pitreries pour apporter la contradiction. Non, il y a eu des pitres en 2011 quand même. Oui. Ce qui a certainement justifié la hausse du montant. Je ne vois pas la raison rationnelle qui a pu pousser de passer de 5 millions à 30 millions. Si ce n'est qu'il y avait des candidats déjà à l'époque qui étaient un peu aventuriers. Donc cette année encore, je crois qu'il faut raison garder et couper la poire en deux. Voilà, Thierry Nopé, Célestin Djamène pose deux problèmes. D'abord, premier tri au niveau des départements, les démembrements de l'ECAM. Deuxième chose, 30 millions, c'est énorme. Il faut dire quand même que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le dépôt des différentes candidatures auprès de la représentation régionale de l'ECAM, non loin, je crois, du rond-point, ici à Douala. Oui. Quand on a vu comment les uns et les autres ont procédé, c'était vraiment de la farce. Célestin l'a souligné tout à l'heure. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers en sachant pertinemment que ces dossiers n'iraient nulle part. Il y a des gens qui l'ont fait en sachant effectivement que tel qu'en soit les cas, même au niveau du contentieux, cela n'aboutirait pas, mais ils ont quand même osé le faire, ce qui n'est pas tolérable. Moi, je crois même qu'on devrait aller au-delà du tri, amener les uns et les autres à comprendre que la fonction présidentielle n'étant donc pas un champ d'expérimentation pour des apprentis sorciers, pourquoi pas mettre des dispositions qui devraient sanctionner peut-être à partir des amendes. Dire quand ton dossier ne respecte pas certains critères, mettre quand même des amendes sur pied pour décourager, c'est-à-dire pour éviter même que la représentation régionale travaille à ce niveau. Parce que si tu sais pertinemment que tu vas déposer ton dossier alors que tu ne remplis ne serait-ce que que tu ne remplis même pas l'essentiel des conditions, parce que quand il dit un minimum, moi je dis l'essentiel des conditions. On ne peut pas dire que pour déposer un dossier pour une élection présidentielle, il te faut un bulletin numéro 3 et que tu y vas en sachant effectivement que tu ne l'as pas fait. Cela n'est pas pardonnable, parce que avoir un essai casier judiciaire, c'est la moindre des choses. On peut l'avoir en l'espace de 24 heures sans que... Et l'élection a été programmée de longue date. Les gens avaient eu le temps de se préparer, et les gens ont eu le temps de faire un certain nombre de choses. On ne peut pas comprendre que ces gens qui ont déposé des dossiers n'aient pas fourni, par exemple, un certificat de non-imposition. Ce n'est pas normal quand on est en règle avec le fixe. C'est un document qu'on délivre sans beaucoup de tracasseries. Je ne comprends pas comment on peut se permettre de déposer un dossier avec ce genre de manquement. Il y a par exemple même des gens qui ont été incapables de fournir, on parlait tout à l'heure, d'une photocopie par exemple de leur de naissance. Ce n'est pas pardonnable. Il faudrait que les gens pareils sachent que s'ils
il s'aventure jusqu'à ce niveau, qu'il pourrait être sanctionné par le législateur. Maintenant, pour ce qui est du cautionnement de 30 millions, je continue à croire que Célestin Savoie n'est pas d'accord. On est quitté de 5 à 30 millions. On pouvait même aller au-delà. Il faudrait que l'on comprenne que quand on aspire à gérer, certainement tout à l'heure on reviendra sur le rôle du président de la République dans l'article, je crois, 5 de la loi fondamentale. Quand on revient sur les prérogatives du chef de l'État, on comprend effectivement que c'est un travail de longue haleine. On comprend que c'est un travail qui mérite beaucoup de sérieux, beaucoup de tact. Et ce n'est pas un champ, je l'ai souligné tout à l'heure, pour ceux qui viennent se faire voir aux yeux ou pourquoi pas augmenter un titre à leur carnet ou à leur carte de visite. Il faudrait que cela change. Okay. Mais je crois que pour que cela change, au-delà de ces sanctions, il faut également lever le montant de la caution. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas fait acte de candidature au cours de cette élection. Pourtant, ils étaient candidats en 2011. Oui. Juste simplement parce que le montant de la caution était assez élevé. Il y a le président, par exemple, Jean-Jacques Ekindi, qui avait annoncé sa candidature à la dernière minute, ne s'est pas présenté. Il y a des gens comme Fritz Piango, qui a toujours été de toutes les élections, en fait, non, mais il a choisi des 3 dernières élections. Oui. Des 3 dernières élections. Mais à la dernière minute, il ne s'est pas présenté. Simplement, je suis convaincu, à cause de ce cautionnement-là. Il n'a pas choisi le G20 parce qu'il a voulu. Je suis sûr que si le montant de la caution était toujours à 5 millions, il l'aurait fait. Parce qu'il a fait 1, 2 fois. Pourquoi pas une 3e fois? Il n'y a jamais 203. Donc, beaucoup ont été freinés dans cet élan. Vous avez... Donc pour vous, ces gens, ils sont sérieux. Contrairement à ceux qui sont allés, sachant pertinemment qu'ils n'avaient pas les 30 millions. Bien sûr. La preuve, en 2011, il y a eu 23 candidats. Ah oui. Toutes retenues, ou toutes ces candidatures retenues par Elecam. Oui. Ça veut dire que c'était pas le problème. Voilà, c'était pas le problème des pièces, c'était un problème de cautionnement. Et maintenant que la caution est montée. Au départ, il y avait une soixantaine, hein, Thierry. Voilà. On a retenu 23. Et même jusque-là, même les 23 pouvaient être reconduits, pouvaient revenir à la charge. Mais toute raison gardée, sachant justement qu'ils n'ont pas ce cautionnement-là, ont simplement choisi le camp du RDPC pour certains, ou simplement beaucoup se sont résignés à déposer leur candidature. Martin Zan, vous êtes pour la sanction de ces gens-là qu'on appelle sur ce plateau les aventuriers? Moi, je pourrais même suggérer, n'est-ce pas, aux parlementaires de pénaliser ce genre d'actes, parce qu'on ne peut pas venir s'amuser avec les institutions de la République. Donner du travail aux gens, dire voilà, nous ne sommes pas prêts, déjà dans nos candidatures, déjà même fournir des pièces et voilà, on va déposer bon, moi je ne sais pas comment je peux appeler les demi-dossiers ou alors des dossiers, ou des dossiers incomplets. Ouais, des dossiers incomplets, et voilà, on dépose et on va s'asseoir à la maison, on dit voilà, on est candidat et on donne du travail aux gens. Et il faudrait qu'on pénalise ce genre d'actes, monsieur Sejalon. C'est votre position aussi, Olivier? Oui, je suis un peu nuancé. Il faut les frapper, ces gens-là? Peut-être pas à leur niveau, je vais m'expliquer. Oui, allez-y. Je commence par dire, je reprends à Célestin pour dire que je suis pour que la caution soit même un peu plus élevée que ça. Tout ça pour montrer cette valorisation de la fonction présidentielle. Mais la caution ne sera pas la seule pièce. Justement, non, j'en viens. Oui. Donc, je voulais dire que nous, chez les enseignants, par exemple, lorsqu'un enfant doit présenter un examen, il présente également un dossier. Généralement, quand le dossier n'est pas complet, le nom ne sort même pas sur la liste. Ça veut dire qu'on peut faire un travail en amont qui consistera à toiletter vraiment parmi eux qui sont sérieux. Parce qu'il y a quand même des pièces qui, comme disait Thierry tout à l'heure, les pièces incontournables. C'est-à-dire, comme ces gens-là veulent plutôt de la pub, on leur empêche de faire cette pub-là en ne faisant même pas passer leur nom à la radio, à la télévision pour dire qu'ils sont candidats. Parce que c'est ça le problème en fait. Alors que c'est un travail simple qu'on peut faire. J'ai appris qu'il y a un détenu qui avait envoyé également, ça c'est de la rigolade. Vous imaginez, Serge Alain, un détenu qui envoie un dossier de candidature pour le président de la République. Il a même demandé que la candidature du président Biya soit invalidée. Exactement, il a demandé cela. Vous voyez, c'est de la rigolade. Donc, un travail peut être fait en amont, qui va concerner ce qu'on regarde les dossiers qui seront passés, justement, au niveau de l'ECAM, avant même, la Conseil électoral, avant d'atteindre, voilà, le Conseil constitutionnel. À ce moment-là, les gens ne viendront plus faire de la publicité pour qu'on sache que oui, moi, j'ai été candidat, oui, on a décalé à tel niveau, alors pour faire, tu sais toi-même que tu as envoyé un dossier qu'on ne pouvait pas valider.
Voilà. Donc vous pensez que le premier à se présenter à Ilekam ce jour-là, Béboro Kokomo, pour ne pas le citer, c'était de la pub, il savait que... De la pub, il savait très bien. Vous le connaissiez avant, lui, là? Pas particulièrement, non. Là n'est même pas le problème. On peut ne pas le connaître, il y a les candidatures indépendantes. Oui. Le problème n'est pas là. Il peut ne pas être connu par moi. Mais Célestin Djamena a justement dit qu'au Cameroun, vous croyez que c'est possible de réunir 300 signatures? C'est faisable au Cameroun? C'est faisable. Si on est un candidat sérieux, puisqu'on ne demande pas seulement, au conseil, aux membres du conseil, des conseils régionaux. Il y en a plusieurs. Oui. Il y a les membres, les parlementaires. Hein? Oui. Voilà. On parlait du conseil municipal. Oui. Les conseils municipaux, il y a également les parlementaires, ainsi de suite. On peut avoir 30 signatures par-ci, 50 par-là, ainsi de suite, et réunir les 300. On veut savoir si quelqu'un qui veut se présenter candidat indépendant... Non, on veut 30 par région. Oui, 30 par région. 30 par région. Je veux dire, oui, on peut s'arranger pour avoir les 30 par région, tout en ne restant pas sur un seul corps d'élite, un peu comme les parlementaires, ainsi de suite. Voilà. Ok. Non, je ne suis pas d'accord parce qu'en vérité, quand on voit les partis qui ont des élus, ça se concentre entre 3, 4, les 5 gros partis qui ont déjà leurs candidats. Donc ces élus-là ne pourraient pas donner leur signature publique à d'autres candidats autres que les leurs. Donc déjà là, c'est impossible. Je pense qu'on pourrait trouver d'autres solutions. Carrément supprimer. C'est possible avec les chefs traditionnels du décret. Ils sont rémunérés par le pouvoir. Voilà. Donc on peut penser difficilement qu'ils puissent donner leur signature à d'autres candidats que celui du candidat sortant. Surtout que c'est public. Puisque M. Biya a instauré leur rémunération en 2012, en 2013, je ne sais plus trop, donc c'est pour les tenir. Ils sont surveillés. Leur signature passe au commissariat. C'est publié. Donc ils connaissent les conséquences, ils s'amusent à donner leur signature à un autre candidat. Donc il y a toujours des pièges partout. Je pense au contraire que dès lors qu'on a établi que les partis représentés dans les parlements, au Parlement, Sénat, Conseil municipal ou Assemblée nationale, et que ces partis ont pignon sur rue. Leurs candidats militent depuis de longues dates. Ils sont connus. Et qu'il y a un financement public des partis politiques, on pourrait, parce que la démocratie a un coût, verser l'argent à ces partis-là de façon conséquente, afin que le candidat investi soit financé par l'argent public versé aux partis. Ça se fait dans d'autres démocraties. Donc on élimine le vote censitaire. En France, par exemple, la caution, c'est moins de 2 millions. C'est moins de 2 millions de francs CFA. Pourtant, c'est quand même une démocratie relativement avancée. Donc pourquoi une république bananière comme la nôtre mettrait le montant à 30 millions? C'est incompréhensible. Je crois qu'on peut dire que voilà, voici un parti politique. Les candidats sérieux seront issus de ce parti politique. Ils seront investis par ce parti politique et ce parti pourrait être financé par l'État. Et là, on supprimerait le vote censitaire, qui est un vote discriminatoire et injuste. Sur le vote par l'argent. Regardez par exemple les généraux. Les généraux, ils ne payent pas pour devenir généraux. C'est par leur parcours, leur mérite. Mais ils passent par les miens. Ils ne payent pas de caution particulière pour devenir général. Or, ils servent la République, ces gens-là. Donc on peut transposer ce raisonnement au niveau de l'aspiration à devenir président de la République. Non, je crois que vraiment, ce code électoral a été fait précipitamment, sans grande réflexion. Il faut faire intervenir les experts quand même. Il y en a dans tous les domaines. Qu'on essaie de réfléchir à nouveau sur la solution pour éliminer les candidats fantaisistes. C'est possible. La solution n'est pas que par l'argent. Ça n'a pas de sens. Alors, je suis par exemple un DP. Je suis mania de la presse. Je suis un grand propriétaire. Mais je suis un farfelu. Mais je mets 30 millions pour ma pub, pour ma société. On va dire que je suis sérieux. Non, je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas un homme politique. Mais pour ma pub, pour mes affaires, je mets 30 millions facilement. Même 50 millions, je mets. Vous pensez à Donald Trump? Ça peut être Donald Trump en Amérique ou en Afrique. Dangote et autres, pourquoi pas? Ils mettent facilement 100 millions sur la table, c'est pas un problème pour eux. Comme M. Dabiola au Nigeria. Par exemple, oui, des gens qui veulent faire parler de leurs affaires. C'est un boulevard pour eux. Qu'est-ce qu'il y a de plus important comme moment intense dans une république que l'élection présidentielle? Donc je suis homme d'affaires, j'ai choisi d'investir à ce moment-là pour qu'on parle encore de mes affaires. Et ça me rapporte beaucoup de millions après, même si on rejette mon dossier. Je dis bien, même si on rejette mon dossier. La solution, ce n'est pas d'augmenter la caution, c'est de mettre des canons qui permettraient de filtrer des candidats sérieux. Or, les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée, on peut facilement définir qui est sérieux ou pas. Okay. Puisque l'État va financer ces partis-là pour leurs candidats. Je rappelle qu'en l'état actuel de la loi camerounaise, il y a le financement
pour la campagne électorale et le financement annuel des partis politiques qui sont présents à l'Assemblée. On peut très bien le faire. Mais le problème, c'est que quand on verse l'argent à ces partis-là, les présidents de partis le prennent pour eux. Ils se le mettent dans la poche. Donc ils ne soutiennent plus leurs candidats qui sont investis pourtant par le parti. Il y a un problème d'éthique politique qu'il faudrait revoir à travers ce code électoral. Ok. Thierry Nyopé, on parle justement de cette caution. Il y a Olivier Billet, pour ne pas le citer, il dit qu'à son passage à la trésorerie générale de Yaoundé, ce jour-là, à 22h, il a trouvé que c'était fermé. Ça, c'est un argument qui pouvait prospérer. Selon vous, Serge, alors autour, quelle est la trésorerie générale qui reste ouverte jusqu'à 22h? Parce qu'il a continué à soutenir cette hypothèse, même devant le Conseil constitutionnel. Moi, je crois que... Il dit que comme Elecam, la TG de Yaoundé devait rester ouverte. Olivier Billet n'avait pas l'argent de la caution. Comment vous le savez? Je reste convaincu. Sinon, il l'aurait fait. Tout le monde sait que la trésorerie générale, quand même, c'est une fonction, c'est une institution publique, c'est un service public qui a des heures d'ouverture et des heures de fermeture. Le corps électoral n'a pas été convoqué en l'espace de 24 heures. Il a eu suffisamment le temps de réunir cet agent, surtout qu'il était candidat en 2011. Donc, il connaît les mécanismes par lesquels on fait pour déposer son dossier. Je vous rappelle que c'est la seule pièce, c'est le seul élément, le cautionnement qui a manqué. À Olivier Billet. Tout à l'heure, je le soulignais. Si le cautionnement n'avait pas posé problème, beaucoup de ces gens qui étaient en 2011 seraient revenus comme lettre à la poste. Donc pour Olivier Billet, c'est le montant? Même c'est l'élément. Si c'était 5 millions, il aurait déposé. C'est l'élément fondamental qui a entraîné le rejet de sa candidature. Vous avez écouté même les déclarations de ce dernier au sorti de la rencontre avec le Conseil constitutionnel avec les 11 sages. Il est revenu là-dessus en insistant sur le fait que la trésorerie générale devrait rester ouverte. Mais non, moi je pense que ce n'est pas sérieux. Les autres ont fait comment pour déposer leur candidature? Ils ont suivi les mécanismes de la loi. Ils ont respecté ce qu'il fallait faire et leurs dossiers ont été retenus parce que c'était des candidatures sérieuses. Serge Alain Matomba du PURS, Serge Espoir, je veux dire, Matomba du PURS a quand même respecté ces conditions. Cabral Libye qui a réussi à mobiliser les Camerounais, même comme les mécanismes de mobilisation de ces fonds continuent à poser problème pour certains. Je n'ai pas la capacité de juger de ce qui s'est passé, mais toujours est-il quand même qu'il a réussi à le faire. Si les autres n'ont pas pu le faire, je continue à croire que c'est simplement parce qu'ils n'étaient pas sérieux jusqu'au bout. Olivier Billet était certainement le seul des 18 à, pourquoi pas avoir peut-être le pedigree nécessaire pour déposer sa candidature, mais l'élément fondamental a manqué, le cautionnement. Célestin, et pour qu'on revoie cela à la baisse, je n'ai rien contre le problème de cautionnement parce que je vous ai dit à l'entrée de ce studio qu'au regard des pièces, que ce soit la lettre de présentation ou d'investiture du parti, je ne suis pas militant d'une formation politique, étant candidat indépendant, si les 300 signatures n'avaient pas existé et si le cautionnement était à 5 millions de francs CFA, moi Thierry Nyopé, je suis sûr que au niveau de la représentation ou au niveau du marketing politique, je suis suffisamment mieux connu que 18 de ces candidats qui ont fait acte de candidature dont les dossiers ont été rejetés. Donc, si le montant n'avait pas été aussi élevé et si l'élément des 300 signatures ne posait pas problème, je pouvais faire acte de candidature parce que l'entreprise que je gère justement est capable d'avoir un certificat d'imposition ou de non-imposition parce que je suis en règle avec le FIC. Quand je regarde les autres éléments, l'extrait du cahier judiciaire ou l'extrait d'acte de naissance, ce ne sont pas des documents difficiles à obtenir. Je pouvais être en règle. Donc, il faut qu'on mette des barrières, qu'on mette des éléments filtrants qui empêcheraient n'importe quel aventurier de faire acte de candidature. Je crois que c'est salutaire. Maintenant, le cautionnement peut poser problème, mais on peut ensemble, pourquoi pas, on peut poser le problème au-delà des experts. On peut poser des problèmes au niveau même des observateurs de la scène politique qui pourraient, pourquoi pas, trouver la formule idéale qui empêcherait les aventuriers de faire acte de candidature. On parlait tout à l'heure d'un tri au niveau des représentations régionales. C'est important, c'est possible, c'est facile à faire, mais je crois que même les sanctions prévues par le législateur pourraient permettre justement à ces aventuriers de ne plus faire perdre du temps aux Camerounais. Vous parlez justement de ces tri-là. Qu'est-ce qu'on peut... Faites-nous des propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'ECAM?
Voilà, mais c'est ce que nous disions. Si vous êtes incapable... S'il y a 11 pièces à fournir... Vous devez fournir les 11. D'abord. Les 11, c'est le préalable. Parce que si vous n'avez pas les 11, votre dossier ne sera jamais retenu par le Conseil, par Élection Cameroun. Votre dossier ne sera jamais retenu. On ne peut pas dire sur 11 dossiers, par exemple, sur 11 éléments à fournir, vous devez fournir 10. Le 11e va nécessairement vous éliminer, même au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, vous devez fournir les 11 éléments. Maintenant, au niveau du tri, veillez peut-être à la régularité de ces éléments-là. Moi, je crois que c'est à ce niveau que le tri, que le travail de l'ECAM devrait se faire au niveau régional. Veillez à la régularité de ces éléments. Vous ne pouvez pas fournir, par exemple, un extrait de cahier judiciaire datant de plus de 3 mois. Sachant effectivement que si cet extrait date de plus de 3 mois, votre dossier sera impérativement rejeté et que votre recours au niveau du Conseil constitutionnel ne servirait à rien. Donc, il faudrait qu'on mette ces garde-fous. Et je crois quand même, la preuve, on va passer 1 heure à discuter, pour moi, des éléments qui ne valent même pas la peine d'être discutés. Ça, c'est perdre du temps au Cameroun. Il faudrait que ceux qui se permettent de se livrer à ce genre de jeu arrêtent. Parce que nous sommes dans un pays sérieux. Là justement pour que les choses en 2025, on n'assiste plus à ce genre de spectacle. Nous sommes dans un pays sérieux. Oui. La preuve, quand vous regardez le parcours des 9 retenus, quand vous regardez le pedigree des 9 retenus, quand vous regardez ce qu'ils ont abattu comme travail sur le terrain pendant ces 2 dernières années, il est tout à fait possible et normal de croire, en dehors peut-être de Maître Akéry Mouna, qui est venu au lendemain de la montée des tensions au niveau de la crise anglophone, des partis anglophones du Cameroun. Peut-être c'est ce qui a motivé sa candidature, mais les autres ont quand même le professeur Maurice Kamto sur le terrain depuis. Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Garga Manadi et les autres travaillent au quotidien pour faire asseoir leur parti à Damou Namdjoya. Tout le monde sait sa représentation au niveau du Noun. Les autres travaillent au quotidien. Mais ces aventuriers sont des illustres inconnus. Je vous assure, Serge Alain, vous êtes 100 fois plus connu que les 18 qui ont fait acte de candidature et dont les dossiers ont été retenus. Rejetés, je veux dire. Olivier, dis-moi, le cas Bertin Kissop qui demandait l'invalidation de la candidature de Paul Biya. On sait où il se trouve, lui, Bertin Kissop. Oui, Bertin Kissop, effectivement, il est incarcéré. Ce n'est que vous personne. Donc là, il n'a pas produit le bulletin. Il ne pouvait pas produire, il n'a pas. Il va pas produire ce qu'il n'a pas. Le cas Bertin Kissop qui demandait... Ça revient donc au problème. Est-ce que l'ECAM ne devrait pas faire un tri préalable? C'est de ça qu'on parle, justement, de pré-examen. Merci, Célestin. Donc, j'en viens pour dire que concernant Bertin Kissop, qui est incarcéré, et qui se permet d'envoyer quand même un dossier de candidature. Que l'ECAM accepte. Que l'ECAM accept, il y a un problème. Et publie. Publie en plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'au lieu de leur faire cette mauvaise publicité que eux-mêmes veulent qu'on fasse, on devrait faire un tri à la base, avant que ça arrive même au niveau où on en parle. C'est ce que je veux dire. Effectivement. Pour revenir sur le cas de Olivier Billet, le docteur Olivier Billet que je connais, je pense qu'il est quand même le plus sérieux des cas qu'on a rejetés. Oui. Mais ce qui m'embête, c'est de produire un dossier étant sûr qu'on va rejeter. Comment ils font, ces gens-là? On vous demande de fournir 11 pièces. Vous en avez même 10. Il y a une 11e qui manque. Vous pensez quand même que votre dossier va passer. C'est extraordinaire. Il y en a qui ont produit 2 pièces sur les 11 qu'on demandait. J'ai dit 2. Ils attendaient à ce qu'on leur dise de venir compléter. Mais ça, c'est du théâtre. Oui, moi, je parlais aussi de M. Billet, qui tombe, n'est-ce pas, sur le coup de 3 infractions. Moi, la première, c'est pas une infraction, c'est qu'il devrait quand même savoir que lorsqu'on veut être chef de l'État, on est passé du régime de 17 heures, c'était la journée continue, et voilà, maintenant, on a appelé ça journée soit mi-temps, oui. Et maintenant, nous sommes à la journée continue qui s'arrête à 15h30. Ouais. Donc, il devrait le savoir. Si tu veux être chef de l'État, voilà, tu dois savoir ça. Donc, le deuxième point, c'est que... Non, mais en même temps, il dit que si l'ECAM est resté ouvert jusqu'à minuit,
la TG, la trésorerie générale de Yaoundé, devrait faire pareil. Monsieur Serge-Alain Ntou, moi je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? Parce qu'il ne devrait même pas circuler avec une somme supérieure ou égale à 10 millions de francs CFA. Il devrait nous dire d'où lui sortent les 30 millions. Est-ce qu'il veut financer le terrorisme? Est-ce qu'il veut financer les sécessionnistes? Pourquoi il marche notamment avec une telle somme alors que c'est interdit? Il tombe sous le coup de la loi, monsieur Serge-Alain Ntou. Donc il ne devrait même pas s'exprimer là où il est. On devrait peut-être enquêter sur lui. Beaucoup nous disent pourquoi il marche avec une somme importante interdite par la loi à 23 heures. Et en plus, l'huissier qui est allé constater, cet huissier devrait, n'est-ce pas, avoir une autorisation du président du tribunal territorialement compétent pour lui demander, bon, allez constater. Mais l'huissier s'est levé par lui-même, il dit, ok, bon, comme je suis commissaire-priseur, je m'avais fait un constat à 23 heures. À 23 heures, ce qui est encore illégal. Moi, je trouve, monsieur Serge-Alain Ntou, que nous devons, n'est-ce pas, revoir, nous devons recalibrer nos auxiliaires de justice. Ok, Serge-Alain. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en vérité, il n'est pas démontré que les autres candidats dont le dossier a été retenu aient déposé des chèques ou fait des virements. Donc, d'où leur vient les 30 millions étaient-ils en espèces? Tout le monde devrait justifier. Si je prends le raisonnement de Martin, il faut l'appliquer à tout le monde. Oui. Le débat n'est pas là. Je pense que le débat, c'est plutôt au niveau de savoir comment Elecam peut se comporter de cette manière-là. Quand on dit dans la loi électorale que quelqu'un qui est condamné, parce que quand on est incarcéré, on est condamné. Oui. On ne peut donc pas forcément participer. Prévenu, hein. Non, il est incarcéré. Il est prévenu. Je ne pense pas qu'il soit préventif. En tout cas, il est incarcéré, je crois qu'il est condamné. Voilà. Donc il ne peut donc pas participer à une élection, selon la loi. Donc Elecam devrait le comprendre, c'est le minimum. Il y a donc eu, me semble-t-il, une faute professionnelle de la part d'Elecam, parce que il y a des personnes qui se lèvent, n'est-ce pas, qui veulent effectivement faire prospérer leur petite existence, leur nom, et qui se lancent dans de telles aventures. Ça désacralise. Et ça, la fonction, et ça montre peu de sérieux, vous comprenez. Donc c'est pour ça qu'il faudrait un examen en amont de ces documents-là pour pouvoir permettre aux Camerounais de comprendre qui est sérieux. Je rappelle que dans les pays plus sérieux, les candidats sont issus, n'est-ce pas, prenez le cas de la France, un pays, ancienne pays puissance tutélaire, dont on suit régulièrement les actualités. On a vu que tous les candidats aux élections, soit les anciens ministres, soit les anciens parlementaires, ou les anciens des personnages publics qui ont fait leur carrière de manière assez régulière. Ici, on sort de nulle part, on découvre le nom des gens le jour où il faut déposer le dossier. C'est pas normal. Donc ça devient une récréation pour certaines personnes. Je crois qu'il faudrait donc recadrer tout cela en mettant de l'ordre dans la loi. Donc, c'est la raison pour laquelle un examen préalable est indispensable pour donner un peu de crédit à cette fonction présidentielle. Maintenant, la question, c'est que, en vérité, ce pouvoir se joue du code électoral à son propre compte. La confection de ce code électoral n'a pas sollicité, n'a pas été l'objet, le fruit, comment dirais-je, de la sagesse de tous les Camerounais. On s'est assis dans un coin de la Chambre, on a confectionné un code électoral en faveur du pouvoir. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? On remarque très bien que les articles, ils sont nombreux, qui sont inclus dans ce code, sont des articles liberticides. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Les nominations au poste de président du conseil électoral d'IAS Cameroun sont faites en dépit de l'article 12, alinéa 2 du code électoral, qui dispose qu'il faut être neutre et impartial. Or, tous ceux qui ont été nommés, en tout cas la plupart, sont des membres du parti au pouvoir. Ce n'est pas acceptable, déjà. Donc, il y a un jeu qui se joue. Et l'Elecam est censé être un organe indépendant. Mais il joue un jeu politique. Je pense que, dans le cas d'Olivier Billet, par exemple, ce dossier devrait être réhabilité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il me souvient qu'en 2011, beaucoup de candidats avaient déposé leur caution de 5 millions après 22 heures. Parce que c'est des journées spéciales. Oui. Je pense, hein, il faut un peu revoir ce qui s'est passé en 2011. C'est l'argument qu'Olivier Billet... Parce que les horaires classiques ne s'appliquent pas, en tout cas de ma connaissance que j'ai, ne s'appliquent pas en période Mais comment comprendre donc que les 11 sages aient mis et bouté ça en touche? Mais parce qu'il y a un quota de candidats plus ou moins sérieux qu'il faut retenir. Je pense que... pour 2018, le quota c'est combien? Je pense que... Ah ben écoutez, mais c'est pour dire l'esprit de ces gens-là. Parce qu'en vérité, ils pensent que les 18 candidats qui ont été rejetés n'avaient pas suffisamment de notoriété, d'audience. C'est vrai qu'en même temps, ils n'avaient pas de dossier tout à fait fiable, mais je pense que vraiment, le cas d'Olivier Billet devrait être revu. Parce qu'il ne peut pas s'avancer à dire que je suis arrivé à 22 heures s'il sait que l'autre candidat
ont versé dans des horaires classiques. S'il le dit, c'est sûrement que d'autres candidats l'ont versé après 15 heures, après 17 heures en tout cas. Donc, je pense que il faut revoir tout ça. C'est des journées spéciales. Si on dit que les camps ferment à minuit, alors que d'ordinaire, ce n'est pas à minuit. On devrait donc instituer. On devrait instituer. Ce n'est pas institué. Il est écrit nulle part que les camps. Il devrait suivre le Il est inscrit dans nulle part que les camps doivent fermer à minuit. C'est pas les horaires normales. Voilà. Donc, s'il le fait, c'est parce que c'est une journée spéciale. On devrait donc appliquer ce même principe pour le trésor public. C'est ce qui a été fait dans de nombreux cas en 2011. Oui. Donc, Olivier Billet, me semble-t-il, devrait être réhabilité. Nous allons à une compétition. Qui tranche, c'est le peuple. Le peuple sait qui est le meilleur. Le peuple sait qui est le meilleur tireur de pénalty. Il le dira le moment venu. Donc moi je dis encore une fois, il faut simplement être objectif dans la recevabilité des dossiers, éliminer les candidats farfelus comme les Bertrand Kissop, d'ailleurs qui s'amusaient. Il ne faut pas être en prison et vouloir aspirer à gouverner, ça n'a pas de sens. Donc Elecam a voulu jouer à ce jeu-là, tant pis, ça donne, n'est-ce pas, un impact négatif, ça porte un coup, n'est-ce pas, à l'image même d'Elecam, qui se veut indépendant. Thierry Nopé, il devrait être réhabilité Olivier Billet. Je ne pense parce pas. Parce que beaucoup, selon Célestin Jamen, ont déposé après 15h30, comme on le dit. Vous savez, on le dit, c'est jamais autour. Le code électoral est clair, notamment au niveau du titre 4, pour ce qui est des dispositions spécifiques à l'élection de la vacance du président de la République par rapport au mode du scrutin. On dit bien à l'article 116 pour la gouverne des téléspectateurs que le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans au suffrage universel direct, égal et secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2011, Olivier Billet étant candidat à cette élection présidentielle, tout le monde connaît le score qui a été le sien, si vous voulez on le rappelle ici, savait pertinemment qu'il y aurait une élection 7 ans plus tard, donc en 2018, et en octobre, selon les principes du code électoral. Ça veut dire qu'il a eu 7 ans. 7 ans pour se préparer à cette élection présidentielle. 7 ans pour garder ces 30 millions de francs CFA parce que le code... c'est 2013. En fait, c'est 5 ans, je veux dire. 5 ans pour le verser la dernière seconde. Il a eu 5 ans pour cotiser suffisamment de l'argent pour être candidat à cette élection présidentielle. Alors, ce n'est pas à la dernière minute... Mais pourquoi pas? Ce n'est pas à la dernière minute qu'il trouve effectivement qu'il pouvait déposer Thierry, ce cautionnement-là. quand on marque un but dans les arrêts de jeu, le but est valable ou pas? Il est valable. Mais est-ce que si on parle, ici on ne parle pas d'arrêt de jeu. Oui. Ici on ne parle pas d'arrêt de jeu. On dit jusqu'à minuit. Ici on ne parle pas d'arrêt de jeu. Si on est clair là-dessus, il peut attendre jusqu'à l'heure qu'il convient. Les horaires ouvrables au niveau de la trésorerie générale sont connus. Martin l'a souligné tout à l'heure, jusqu'à 15h30. Aucune disposition légale n'avait été prise par soit. Et les camps ferment à quelle heure? C'est un organe. Et alors? C'est un organe. Il n'est pas je crois que les dispositions légales avaient programmé cela. C'est les fonctionnaires ou pas? Avaient programmé cela. Et au niveau, nous sommes d'accord à ce niveau. C'était une disposition particulière. C'est une disposition particulière. Non, c'est une disposition qui avait été prise, qui avait été même communiquée, c'est Célestin Jamen. C'est Thierry. Cette déclaration avait été, cette horaires d'ouverture. Si je viens à 6 heures, la réclame c'est ouvert? Non, il y avait on parlait des heures de fermeture, monsieur Jamen. Non, ça c'est du dilatoire. C'est du dilatoire. Il est clair que il est clair que la candidature d'Olivier Billet ne pouvait être parce qu'il a disposé au moins de 5 ans pour se préparer. Cabral Libye, c'est à la dernière minute. Tout le monde se rappelle que en 2016, Cabral Libye n'avait aucune prétention pour être président de la République. Tout a commencé en 2017. Avec son mouvement 11 millions d'inscrits, muté par la suite à 11 millions d'électeurs. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle après avoir demandé aux Camerounais de l'aider à atteindre et tout dit. Et il a réussi à mobiliser ces 30 millions de francs CFA. Ne me demandez pas comment, mais toujours est-il que cela a été fait. Olivier Billet pouvait faire autant que lui, ayant quand même eu beaucoup. Vous savez qu'il est un conseiller municipal du côté du Cap. Donc il est suffisamment préparé. Il a une mairie. Il a toute une mairie. Donc il était suffisamment préparé pour faire acte de candidature en temps opportun. Olivier Bobo, on parle d'Olivier Billet.
est-ce que Olivier Billet devrait être réhabilité, tel que le pense Célestin Djamène? Je ne pense pas qu'il devrait être réhabilité parce que je pense que quand on a rejeté une candidature pour une pièce qui manque, on vous demande de venir compléter la pièce. Je pense. Pourquoi vous réhabilitez? Je vous en prie. Ouais. J'en viens, Célestin. Il était prêt à le faire, pourquoi il ne l'a pas fait? On ne lui fait aucune insulte en disant qu'il n'a pas pu avoir la caution de 30 millions. Et c'est une impréparation parce que c'est depuis 2013 que cette loi électorale et ce code électoral, je veux dire, est en vigueur. Il savait très bien que la caution c'est 30 millions. Quand on est sérieux, on s'arrange à être en règle. C'est ça qui est le cas pour les 9 qu'on a retenus. Je voudrais même ajouter quelque chose, c'est que la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 est claire là-dessus. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Voilà, merci Martin Zan. Merci Martin Zan. Bonsoir Cédric Noufelé. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le journal de 20h, c'est dans un instant, 2 ou 3 escales pour nous sur ce plateau et les téléspectateurs à la maison. Ce soir, nous reviendrons sur les circonstances de ce drame familial survenu sur l'axe routier entre Menganga et Ngaoundéré, là où le sous-préfet de Figuil, son épouse et son fils aîné ont été tués dans un grave accident de la circulation. Avec les propos du directeur de cet hôpital régional de Ngaoundéré, nous ferons le point sur le pronostic vital des survivants de ce drame survenu très tôt ce matin. Nous évoquerons également cette liste des 23 joueurs sélectionnés pour le match contre les Comores. Et vous suivrez que le meilleur joueur de la CAN 2017 ne fait pas partie des premiers lions indomptables convoqués par le nouveau sélectionneur Clarence Seedorf. Quels sont les critères et les indicateurs de performance utilisés pour choisir ces 23 lions indomptables qui doivent préparer ce match important pour le Cameroun? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. Et nous évoquerons aussi la cherté du mouton à la veille de la fête de la Tabaski du côté de Ngaoundéré, là où des différents musulmans se font rares sur le marché du mouton. Également, les vendeurs qui se tournent les pouces face au mouton qui est rare, mais aussi les prix assez élevés pour de nombreuses familles musulmanes. Comment compte-t-elle préparer cette fête religieuse musulmane? Élément de réponse à suivre au journal de 20h. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure dans le 20h de Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Au cœur du football, nous rendons compte. Match après match, journée... Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie de nos experts. Sur le plateau d'Equinox, toujours en compagnie de nos experts. Je commence avec vous, Célestin Djamène, une fois de plus. Kofi Atta Anand s'en est allé samedi dernier, à l'âge de 80 ans. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme? Je retiens de cet homme un homme extrêmement pondéré. Je crois qu'il incarnait vraiment le visage du diplomate idéal. Et j'étais fier parce qu'il était africain et que les Africains ont toujours été un peu dévoyés, sous-estimés dans plusieurs domaines. Voilà un homme qui a suffisamment et éminemment représenté le continent au plus haut niveau de la diplomatie planétaire, dont j'en suis fier en tant qu'Africain. En tant qu'Amonais, je crois qu'il a parfaitement bien géré
le conflit de Bakassi, parce qu'au départ, M. Obasanjo était extrêmement dur sur la rétrocession de Bakassi au Nigeria. Il a fallu, n'est-ce pas, l'expérience et vraiment la maestria de Kofi Annan pour que les deux parties arrivent à comprendre que historiquement, Bakassi a toujours appartenu au Cameroun. Donc je crois que c'est un homme d'une grande pondération, d'une grande finesse, et ça a beaucoup servi. Encore une fois, je pense que ce qu'on doit retenir, bon, il est parti à un âge relativement raisonnable, 80 ans c'est une belle vie, et je crois que d'autres Africains devraient comprendre que on inspire les jeunes aussi par l'exemplarité. Il a été exemplaire pour beaucoup d'Africains, et c'est ce qu'on demande à nos chefs d'État dans nos pays respectifs. Quand on est à la tête de l'État, non, c'est pour dire, à la tête de l'État, il faut être vraiment exemplaire, ça peut inspirer des carrières, et ça remonte un peu la dignité de nos pays, et je suis vraiment fier de lui. Dommage, paix à son âme. Olivier Ahmed Mbombo, oui. Kofi Annan pour vous. Un grand homme. Un grand homme. On peut retenir de lui déjà ce que Célestin a dit, parlant de Bakassi, parce que c'est vraiment lui qui a tranché. On peut retenir également en notre faveur. C'est normal. Si le contraire s'était produit. Non, il a arbitré. Il a arbitré en démontrant avec l'aide de tous ceux qui étaient concernés par la question, que Bakassi appartenait bien au Cameroun. Mais ce que j'ai retenu davantage de ce monsieur, comme je dis, extraordinaire, c'est l'après fonction en tant que secrétaire général des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il n'a pas été comme la plupart de nos dirigeants qui, dans les instances internationales, après avoir fait leur carrière, qu'on a beaucoup apprécié, pensent que pour les récompenser, ils peuvent être de tâche chez lui. Il est resté très humble et très très modeste. Je pense que c'est un grand homme qui est parti. Et comme disait tout à l'heure là, il est parti à un âge suffisamment raisonnable. Il s'est reposé après avoir combattu le bon combat, comme on dit, 80 ans. Martin Zan. Monsieur Saint-Jean. Kofi Annan pour vous? Kofi Annan, vraiment, c'est une grande icône. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je le voyais quand j'étais encore au lycée. Vraiment, ce monsieur, il m'a beaucoup inspiré. Déjà par la qualité de sa tenue, parce que c'est vrai que la qualité de la tenue fait partie des relations internationales aussi. Et sa manière de gérer des affaires, je ne veux pas reprendre l'affaire qui concerne, n'est-ce pas, le Cameroun et le Nigeria, mais je l'ai vu à l'œuvre sur plusieurs autres affaires. Ce monsieur est vraiment d'une très bonne, d'une grande qualité, et qu'il se repose en paix. Thierry Nyopé, pour vous, on voit que il y a eu d'autres conflits aussi où ça était un peu contesté. Il y a l'Irak. Oui, il faut quand même souligner jusqu'à preuve du contraire que la perfection n'est pas de ce monde. Et Kofi Annan n'était pas un être parfait. Il a eu à mener avec beaucoup de sagacité, d'ingéniosité, à bon terme, beaucoup de conflits. C'est vrai quand même que pour les Camerounais que nous sommes, la retrocession d'après presqu'île de Bakassi avec les accords de Grimtree ne peut que nous marquer. Vous avez écouté tout à l'heure Simon Nouzou qu'il a représenté du côté de la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde ne peut que garder de lui l'image de quelqu'un qui a marqué l'Afrique, qui a inspiré certainement beaucoup de diplomates. On déplore simplement qu'il soit parti à cet âge. Il aurait encore davantage apporté. C'est vrai qu'à son âge, il n'a pas voulu une autre fonction que celle-là. Ses services pour la crise anglophone. Voilà, dans le cadre de la médiation, parce qu'il avait encore à donner en tant que médiateur dans beaucoup de crises, il s'en est allé. Dieu a choisi de reprendre ce qu'il a donné à l'humanité, vivement qu'il repose en paix. Mais toujours est-il qu'il faudrait qu'une carrière comme celle-là inspire. Célestin l'a souligné tout à l'heure, inspire pas seulement au niveau de la diplomatie, mais également au niveau de la tête de nos différents États. On peut avoir une vie après la fonction, et Kofi Annan l'a compris. Sa fondation, la fondation qui porte son nom, a mené beaucoup d'actions sur le plan humanitaire, va d'ailleurs continuer à les mener. On espère simplement qu'elle vivra aussi longtemps que son créateur. Je reste avec vous, Thierry Nyopé. Soumaïla Cissé refuse de reconnaître sa défaite. C'est rentré, c'est un peu comme du déjà vu, du déjà entendu. Les perdants refusent toujours de reconnaître leur défaite. C'est bien déplorable. Je m'attendais bien à
à cette réaction du côté du Mali. Ibeka étant le président sortant, il est clair que généralement beaucoup d'opposants n'acceptent pas le verdict des urnes, surtout qu'ils aspirent à remplacer celui qui est là. Mais quand les écarts sont assez astronomiques, quand les écarts sont assez... Le but recherché ici par Soumaïla Cissé, c'est lequel? Certainement démontrer, en fait mettre en mal déjà le pouvoir en place. Mais il se trouve malheureusement que cela ne va pas prospérer, parce qu'il est certes suivi, on a vu quelques manifestations dans la rue, il est certainement suivi. Il ne faut pas négliger, on a vu, c'était assez nombreux, Thierry. Je ne pense pas que le Mali se résume à ce que nous avons vu là. Il faudrait que l'on comprenne on peut gagner les élections en Afrique, on peut les gagner proprement, surtout quand les écarts sont assez astronomiques. On se rappelle qu'en 92, l'élection du président de la République du président Biya avait posé des problèmes parce que les écarts n'étaient pas aussi importants que cela. Mais il est clair qu'en 2011, il était, je crois, impensable, même malsain pour l'opposition camerounaise de manifester après des écarts aussi astronomiques, 77% pour le chef de l'État sortant contre 10% pour celui qui le suivait immédiatement, donc le SDF, John Frundi. Donc quand des écarts sont comme cela, il n'est pas pensable que l'on descende dans la rue. Malheureusement, ce qui se passe au Mali est assez déplorable. Il faudrait que les uns et les autres, toutes raisons gardées, comprennent qu'après une élection, il y a d'autres échéances qui arrivent et il pourrait davantage travailler dans ce sens. Pourquoi pas pour mettre en mal la gestion du pouvoir par Ibeka à travers, pourquoi pas, d'autres élections. Il faudrait qu'il travaille davantage pour le gagner à la régulière. Célestin Djamène, Soumaïla Cissé crie à la fraude massive. Le disque, c'est le même, hein? Oui, c'est facile à dire que le disque, c'est le même. Je crois qu'il ne faut pas rejeter l'enfant avec l'eau du bain. Parce qu'en vérité, vous savez que dans le contexte africain, la France est encore très présente en Afrique. La France, à travers l'opération Barkhane, est très présente dans le Nord Mali. Jusqu'à présent, Ibeka a toujours très bien coopéré avec la France, avec Hollande et ensuite avec Macron. C'est un président qui les plaît. La France est très présente, les services secrets français sont très présents dans les élections en Afrique francophone. Très présents. Elle a parfois intérêt à ce que les dirigeants qu'ils choisissent, qu'ils préfèrent, restent au pouvoir. Donc pour la France, Soumaïla Cissé, c'est un inconnu. C'est un inconnu pour eux et c'est un peu dangereux pour eux. Ils préfèrent un inconnu qui sert bien la France plutôt qu'un inconnu qui peut peut-être déranger, comme on l'a vu au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Gabon, après 2009. Donc maintenant, la question qui me semble la plus pertinente, c'est de savoir comment se passent les élections. Moi, je n'ai eu de cesse de parler en général des institutions, parmi lesquelles le code électoral, parce que tout doit être gravé dans le marbre. En général, vous le savez mieux que moi, Serge Alain, une Champions League, comme tous les matchs de football, sont retransmis en direct. On connaît le score, à la mi-temps, etc. Je crois que pour les élections, à partir du moment où on a franchi les 70% de dépouillement, on doit pouvoir connaître les tendances. Il n'y a aucune raison valable qui puisse me convaincre que on doit attendre 2 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours pour proclamer les résultats. Ce n'est pas normal. Je pense que le fait de diffuser quasi en direct les résultats va éliminer tous les démagogues qui prétendent qu'ils ont gagné alors qu'ils ont perdu, et inversement. Donc la solution pour moi, c'est d'être le plus transparent possible. On peut savoir dans toute élection, dès la fermeture des bureaux de vote, quelles sont les tendances. Nous avons des ordinateurs, des informaticiens, qui peuvent, comme au Bénin, au Nigeria, en France, dire à 20h, après le dépouillement de plus de 80% des bulletins de vote, dire qui est au-dessus. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ne le veulent pas cachent des arrière-pensées. Donc, et ça suscite des conflits stupides post-électoraux. Alors qu'on a la solution. Moi, je dis que, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il est technologiquement possible de connaître les résultats à 18h? La réponse est oui. Pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi choisit-on de préférer, choisit-on de provoquer des conflits post-électoraux qu'on pourrait facilement éviter? Cela n'est pas une garantie, on l'a vu aux États-Unis avec le deuxième mandat de Bush. Non, pourtant, c'est une démocratie assez avancée. Le cas des États-Unis, c'est qu'il y avait un délai de... Bill Clinton devait rester 20 jours au pouvoir après la fin du vote. Le comptage prenait du temps. Il ne pouvait pas violer la Constitution américaine.
Je pense. Donc on a arrêté le comptage dans le Texas ou dans le, je sais pas, dans quel état, à Boston. Donc on ne pouvait pas violer la Constitution américaine parce qu'on comptait. Dans tous les cas, Bush, fils, était devant. Et malheureusement pour Al Gore, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc moi je veux dire que le débat essentiel, c'est sur le mode de proclamation des résultats. Prenez par exemple le cas du Cameroun. L'article 137 alinéa 1 dispose que, après la fermeture des bureaux de vote, il faut attendre 15 jours. Ce qui est anormal, ce qui est incompréhensible. Alors même que le jour dit, si, et en plus la loi dit que le dépouillement est public. Ça veut dire que moi, électeur, je suis là, Equinox est là, on voit bien que à 18h dans les bureaux, voilà celui qui a gagné, qui a dominé. Si tous les bureaux font pareil, mais il n'y a pas de conflit post-électoraux. Ça ne peut pas exister. Donc on suscite le conflit à travers de mauvaises lois. Il faut donc refaire ce code électoral, comme ça on éviterait le conflit comme ce qu'on voit au Mali et partout ailleurs. Voilà pour vous, Martin Zan, moi je pense que... Il faut tout de suite sortir les résultats, il ne faut pas attendre. Non, il faut toujours attendre. Il y a pourquoi attendre? On attend quoi à faire. Parce que moi je vois... Qu'est-ce qu'on doit attendre? Monsieur, ce qui m'intéresse, c'est des raisons. Monsieur N'Djamène. Oui. Vous comprenez bien que M. N'Djamène est opposant. C'est un opposant. Il est opposé au pouvoir du président Biya. Et entre-temps, comme Soumaïla Cissé est dans le même cas, voilà, il va plaider pour ce genre. Mais je dis, même si on veut informatiser, on a vu aux États-Unis, vous l'avez évoqué là tout à l'heure, pourquoi si c'était informatisé, si c'était numérisé, pourquoi ils n'ont pas sorti ça d'un coup? Quoi donc? Pourquoi il fallait faire un décompte après? Voilà, aux États-Unis, l'État de Boston, vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà, si on a recomptage. Pourquoi on a fait le recomptage? C'est parce que la machine informatique n'a pas, celle que vous évoquez n'a pas prospéré. Elle n'a pas pu nous donner les résultats. Après 70% de dépouillement, pourquoi ne devrait-on pas proclamer les tendances? Monsieur N'Djamène. Quelle est la raison? Monsieur N'Djamène. Là, actuellement, nous sommes... le code électoral camerounais a été fait en fonction de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous devez le comprendre. Et rien ne s'est passé pour un seul homme. C'est pour tous les Camerounais, ce code électoral. Et il s'applique à tous. C'est pas pour tous les Camerounais. C'est pour un parti et pour un homme. C'est pas pour tous les Camerounais, malheureusement. Les mecs sont pour tous les Camerounais. Amen Bomo. Ma question demeure. Pourquoi en Afrique on a du mal à reconnaître, à prendre son téléphone pour féliciter celui qui a gagné? Son concurrent qui a gagné. Oui, je pense que c'est un problème de culture démocratique. Je pense que nous n'avons pas encore cette culture, cette humilité de reconnaître. Surtout dans l'espace francophone. Surtout il faut le préciser, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Parce que chez les anglophones, ça se passe un peu mieux, la démocratie. On l'a vu dans certains pays africains qui sont des... Mais je voulais revenir sur ce que disait certains tout à l'heure pour dire que je pense que revenir toujours à la France, c'est une forme d'infantilisation de l'Afrique. J'ai cité le Bénin et oui, j'en viens, Célestin. Je dis oui, je suis d'accord, mais il est difficile de prouver qu'il y a une main française derrière ce qui se passe au Mali. Ça, c'est une chose. Autre chose... C'est pas difficile de prouver. Non, je vous en prie. Il est difficile de le faire. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais je dis que c'est difficile quand même. Et même c'est trop facile pour un candidat de brandir la France derrière un échec. Moi, ce que je dis, Soumaïla Cissé qui revendique, je ne sais pas s'il revendique la victoire. Oui, il dit qu'il a gagné les élections. Mais franchement, c'est l'un de vous à moi. Je ne vois pas, je vois pour quelle raison on ne l'aurait pas proclamé vainqueur. C'est vrai que je n'ai pas suivi de bout en bout pour savoir quelle est la différence au niveau des pourcentages des voix. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que Ibeka est proclamé vainqueur alors que dans le fond, c'est plutôt Soumaïla Cissé. Dans quel intérêt? Dans quel intérêt? On ne peut pas tout le temps mettre la France derrière Célestin. On ne peut pas. Oui. Peut-être un scénario à l'Ivoirienne en 2011, en 2010. Et justement, non, je voulais même dire autre chose, Célestin. Tu as parlé tout à l'heure. Obama était premier. Tu le sais ou pas? En 2009, oui, je sais. Est-ce que ça a été prouvé, Célestin N'Djamène? C'est largement démontré par les services secrets français. Je voulais finir à parler des tendances. Par les services secrets français. Célestin, tu as dit qu'on devrait publier les tendances au fur et à mesure. Pour avoir souvent été président du bureau de vote, c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Mais puisque ça demande que les gens descendent sur le terrain, prendre les éléments, alors que le vote est en train de se dérouler. Même en France, dont tu parles tant. À la fermeture, ce n'est quand même pas du tic-tac. C'est à 20h parfois qu'ils proclament les résultats.
Alors que c'est démocratie. 20 heures même si vous voulez, 20 heures si vous voulez, le même jour. C'est à 20 heures. Même si vous voulez 20 heures. Nous suivons, oui, pas que si je veux, c'est bien. Mais la radio suisse, la télévision suisse proclame les résultats de France à 18 heures. Bon, mais généralement, même quand ils proclament, parfois, même le résultat final. À partir des tendances. Voilà, c'est à partir des tendances. J'ajouterais même que IBK a déjà été adoubé par la communauté internationale. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Il a reçu des lettres de félicitations. Et Soumaïla Sissé, il ne peut que se calmer et attendre, n'est-ce pas, la prochaine. Parce que IBK lui-même a attendu longtemps. Thierry Niopé. Non, la France n'est pour rien dans ce qui s'est passé au Mali. Il faudrait justement que monsieur Sissé Pourquoi vous semblez négliger l'argument avancé par cette présence au Nord-Mali? Non, il est clair que la France est présente au Nord-Mali. Oui. Mais la France n'influe pas directement dans le processus électoral au Mali. La France ne vote pas au Mali, ce sont les Maliens. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Les Maliens ont choisi IBK, il faudrait justement que monsieur Sissé le comprenne. Et toute raison garder, privilégier justement, au lieu de privilégier son intérêt personnel, privilégier l'intérêt des Maliens. Parce que si jamais il y a une guerre civile qui éclate, comme on l'a vu avec la crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire, ce sont les Maliens qui perdront leur vie, ce sont des femmes qui perdront leurs enfants, et c'est l'économie malienne qui va prendre davantage en compte. Et tout le monde sait que le terrorisme est assez poussé dans ce pays. Il faudrait justement éviter de donner du blé à moudre aux terroristes, et s'il est vraiment pour les Maliens, vivement, qu'il revoie sa position, et pourquoi pas qu'il appelle IBK, qui sait, si c'est au niveau de la formation du gouvernement, tout est possible. Voilà dans pourquoi j'ai dit, il ne met pas la pression, dans le cadre de messes occultes, gouvernement d'union nationale. Tout est possible, tout est possible, mais déjà, on ne peut pas prendre cette voie quand on est en face de quelqu'un compose avec lui, qui veut nécessairement vous mettre à mal. S'il continue ainsi, même ce gouvernement d'union nationale qu'on avait imaginé avant cette élection ne peut pas avoir lieu. Il est vivement que les uns et les autres comprennent que les intérêts de la population, du peuple, doivent être au-dessus des intérêts personnels. Maintenant, pour ce qui est du code électoral, pour revenir quelque peu au Cameroun, il est clair que nous sommes d'accord que le code électoral de 2013 a été écrit dans un contexte assez particulier. Et il y a même certains qui sont candidats qui ont participé à l'époque à l'élaboration de ce code électoral-là. Malheureusement, ils ne se prononcent pas beaucoup sur la question. Il y a des éléments qui méritent d'être toilettés. Parce que, on l'a dit, le code électoral, en l'état actuel, est plus ou moins taillé à l'image d'un seul homme. Mais je crois quand même qu'il est possible de le battre avec ce code électoral si les uns et les autres décident de se mettre ensemble. Peut-être pas dans le sens de se mettre tous ensemble, parce qu'il y a des candidats qui n'accepteront jamais le faire, mais on espère. On a écouté le candidat Maître Akere Mounao et on a écouté Maurice Kamto, à qui on a remis le ballon du côté de Mbouda. On a écouté les uns et les autres qui sont favorables justement à ce dialogue, à cette ouverture. Peut-être au terme de cela, on verrait quelques légers frémissements qui pourraient, pourquoi pas, mettre le pouvoir de le candidat Biya en difficulté. Mais vivement, si on veut qu'on arrive à cela, que les uns et les autres travaillent dans ce sens, et surtout que les électeurs, parce qu'on a vu tout à l'heure du côté de Minganga, je crois, des populations souffrir le martyre, et que l'électeur prenne véritablement conscience, récupère sa carte électorale, vérifie effectivement que son nom est sur les listes électorales, participe au vote et reste présent dans le bureau de vote jusqu'à la publication des résultats. Aujourd'hui, depuis 2013, des choses ont suffisamment évolué. Les réseaux sociaux ont pris l'ampleur. Quand on rédigeait ce code, ces réseaux sociaux existaient, mais l'ampleur n'était pas aussi poussée comme ce que nous voyons aujourd'hui. Il est possible aujourd'hui, pourquoi pas en 2 jours, de savoir exactement qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Tout à l'heure, on parlait des scrutateurs. Il est possible qu'à 20h, qu'on fasse le point au moins sur la moitié du corps électoral. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles formes de communication. Voilà, on s'achemine vers la fin. Rapidement, on a un 3e point. Je suis assez surpris de cette amnésie presque collective, parce que vous oubliez que la France gagne beaucoup de marchés en Afrique francophone, énormément. Ce n'est pas le fait du hasard. La France a envie de savoir qui dirige le pays.
Justement. La France est impliquée dans beaucoup d'accessions au pouvoir de beaucoup de chefs d'État francophones. Au Gabon, on l'a vu en 2009, Oui. la France préfère Ali Bongo, plutôt un Baobab, qui avait des velléités un peu indépendantistes, si vous voulez. La France, justement, en RDC, en 2005, préfère Kabila à Jean-Pierre Bemba. Et on stoppe le deuxième tour. La France ne dénonce rien du tout. On a vu la coupure d'Internet. Et j'invite les Camerounais qui nous regardent en ce moment que le gouvernement camerounais se prépare sûrement à couper Internet pour les élections qui arrivent. Vous dites sûrement, sûrement, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une vérité acquise. C'est une parenthèse. C'est pour dire, c'est une parenthèse. Maintenant, je veux dire que on a vu que très souvent, au Congo-Brazzaville, M. Sassou, qui était le candidat de la France, a coupé Internet pendant 2 mois. La France n'a rien dit. Non, pas pendant 2 mois, le temps de la Le présidentielle. temps de la présidentielle. Le jour du Donc vote. tout ça, c'est une entorse gravissime, adoubée par la France, pour ses acolytes au pouvoir en Afrique. Qu'est-ce Donc, que la c'est- France a à voir? C'est important. C'est le Saint-Germain, hein. On fait Ce sont des rapidement. mesures. Il y a les ce sont des implications. mesures. Il y a C'est le les Saint-Germain. implications. C'est le Non, Saint-Germain. on ne peut pas nier ces implications-là, Oui, on Thierry. vous a C'est pas compris. possible. Maintenant, Ce sont des je pays pense que indépendants. Oui, rapidement, on a un dernier point là. Maintenant, je pense que le plus important en Afrique aujourd'hui, c'est de mettre en place les dispositions qui nous permettent de connaître les tendances du vote. Pourquoi ce n'est pas faisable? Le Bénin n'est pas plus intelligent que nous. Les Nigérians non plus. Qu'est-ce qui explique vous a que pour moi compris. c'est impossible? Ok, on vous a Je veux compris. savoir. Je reste avec vous, Célestin Jamin, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont dévoilé leur première liste de 23. Notre capitaine, ce qui était capitaine jusque-là, il n'est pas là. Bassogog n'est pas là. Il dit qu'il n'y a plus de place pour les joueurs qui évoluent dans des championnats, on va les dire comme ça. Non, petits. Mais vous avez un problème. Oui. Vous avez un Non, problème. je n'ai La que- présence. je n'ai que les solutions. Non. Vous avez dit que vous avez un problème sur la présence des deux en cette conférence de presse. Dites-nous Oui, pourquoi. parce que une équipe Fagnon a un patron. Dans toutes les équipes de la planète, il y a un patron qui parle au nom de l'équipe. Cette manière de comment dirais-je, de sentimentalisme ou de népotisme qui fait en sorte que, pour des raisons inconnues, il y a 2 patrons qui parlent à une conférence de presse, ce n'est pas normal. C'est un peu comme si le président Biya et le jeune Bella Bella allaient donner une conférence à Stockholm. Après M. Biya, M. Bella Bella parle. Ça ne se fait pas. Le président parle pour un pays. Il n'y a pas 2 voix pour un pays. Il n'y a pas 2 voix pour une équipe Fagnon. Il y a une voix. Il faut éviter même les légères différences. Il faut qu'il y ait un homme qui parle. C'est pour ça qu'il est titulaire. C'est pour ça qu'il est coach titulaire. Donc ça, je passe. Maintenant, autant je soutiens Seedorf quand il met de côté Bassogog et je ne sais pas, Mukanjo. Un entraîneur peut trouver que tel joueur ne rentre pas dans ses plans techniques ou tactiques. Ça peut arriver. Mais l'argument qu'il avance à dire qu'il faut jouer dans une équipe, dans un grand championnat, oui, n'a aucun sens. Roger Mila jouait où en 90? Et pourtant... Vous dites bien 90. 90, ça a évolué là. Attendez, en 90, il jouait où? Il jouait où en 90? Non, vous dites bien 90, c'est le Saint-Germain. Mais alors, non, ce qui compte, c'est pas les années, c'est pas l'année. Il était sans club. Il était sans club. Il était sans club. Oui. Et pourtant, il propulse le Cameroun. Enfin, il a joué, il a apporté une contribution importante au Cameroun Oui. en 90 pour les quarts de finale. Roger Mila jouait où en 1982? Il jouait en 2e division française. Il a joué à Valenciennes et à Bastia, en D2. Vous comprenez? Thomas Koné jouait en 90, il jouait en Colombie. Et ça a été le meilleur gardien de la Coupe du Monde en 90. Le meilleur. Donc l'argument ne tient pas du tout. Ok. Je pense que on peut être dans un grand pays, un grand club, un grand championnat et être nul sur le terrain. On l'a vu à plusieurs reprises. Ok. Donc l'argument ne tient pas debout. Ok. Olivier Mbobo. Oui, sur la question. Oui, sur les arguments avancés par Patrick Kluivert et Clarence Seedorf. Oui, déjà même, Il faut évoluer dans un grand championnat, entre guillemets. Je vais arriver. Je voulais dire à Célestin que je ne vois pas le mal qu'il y a à ce qu'il y ait un sélectionneur principal et un adjoint. Non, sur Ils la table. ne parlent pas au même moment. Non, je vous en prie. Dans je une vous en même prie, conférence, Célestin, il y a Par un rapport à tout patron ce pour qu'on une a équipe. souvent vu, on a souvent vu
On voit Didier Deschamps, lorsqu'il parle fait sa seul. conférence de presse, il est tout seul. C'est vrai, mais je pas dois Didier rappeler, laissez-moi parler, Célestin. Je dois rappeler quand même que Sidorf, Clarence et Patrick Kluivert sont au-delà du Cameroun, sont des amis. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le management d'un club. dans le d'une management, équipe. justement, c'est allé, on a parlé du problème de langue, effectivement. Oui. Sidorf ne parle pas français. Si pour un début, il a quelqu'un qui l'aide à Oui, pour rapidement. Voilà, mais pour revenir à l'essentiel. Les interprètes. Moi, je suis d'accord avec l'argument du club. C'est pas ça qui est le plus important. L'important est la fréquence du jeu déjà dans son Du club. temps de Parce jeu. qu'on peut être du temps de jeu justement. Oui. Parce qu'on peut être dans un grand club comme Barcelone Et ne pas avoir le temps de jeu. et n'est pas Voilà. avoir le temps de jeu. Il devait revoir cette façon de faire. Ok, Martin Zan, vous. Oui, moi je répondrai à M. Célestin Ndiamène pour lui dire qu'il existe ce qu'on appelle, à M. Ndiamène je veux dire, il existe ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. Il peut déléguer son pouvoir. c'est pas il une peut délégation de donner... pouvoir, là. Effectivement, ça peut passer par là. Il peut lui dire, ok, je vais parler de ceci, et toi tu vas toi, tu parler de plantes ceci. l'aspect. Les deux sont des sélectionneurs Donc à la les base. deux sont des sélectionneurs, vous devez le comprendre, monsieur. Ok, Thierry Knopin, rapidement. Non, il y a je le- n'ai rien contre ce qui s'est passé. Oui. Célestin Ndiamène n'a vu qu'un bout de cette conférence de presse. Zidov ne parle Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont Kluivert nouveaux? parle français. Non, je ne pense pas. Il est clair que nous sommes dans un pays bilingue, mais pour des raisons de commodité, les deux se sont certainement entendus. Vous avez vu, il y a eu concertation, même dans l'élément que nous avons écouté au journal, il y a eu Effectivement. une concertation entre Kluivert C'est une complémentarité. et Zidov. Donc, c'est compréhensible. Je n'ai rien contre Il y a cela, pas mais de pour ce qui traducteur. est du choix des joueurs, cela continue à me poser des problèmes parce que jusqu'à preuve de contraire, Christian Bassogok est encore en pleine forme, Moukandjo également. Non, en réalité, ils Mais sont ce n'est nombreux. qu'une première liste, hein. Il pourra avoir Il un a dit deuxième, tout à ils vont l'heure, revenir. il a dit tout à l'heure que la liste reste ouverte. Voilà. On espère justement qu'ils seront appelés. Et Ok. pourquoi pas, même des gens comme Samuel Eto'o-Fils, qui vient de signer un contrat au Qatar, pourquoi pas pourrait Mais il a dit qu'il revenir. viendrait Tout dépend. En réalité, tout dépend des négociations. Tout est possible. Ça Tout m'a est dit vraiment qu'il possible. viendrait. Non, tout est possible. On ne peut pas Il dire faut de but en blanc que relativiser cela toutes les situations. est Vraiment. impossible. Il peut, pourquoi pas par sursaut d'orgueil. On a vu Roger Mila a été rappelé à la dernière minute et il a fait une prestation formidable à la Coupe du Monde en 90. Ah oui, Donc, ça, il faut le tout dire. est possible. Il suffit de voir ce que Samuel Eto'o-Fils apporte, même sur le banc, même dans l'air de jeu, il est possible de faire bouger des lignes. Donc, espérons simplement que même en termes de barreau d'honneur, que Samuel Eto'o revienne, pourquoi pas permettre au Cameroun d'avoir sa canne on espère. de manière d'affilée. Ouais, On le est- chemin on encore espère. très long. Parce que- Merci. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Serge Alain. Voilà, on imagine que vous allez également, au cours de 100% foot, développer cette dernière actualité. Les 23 déclarants Zedorf et Patrick Kluivert. C'est le sujet principal de cette édition de 100% foot en tout cas qui va démarrer juste après votre émission Serge Alain. Oui, les 23 de Clarence Seedorf qui suscite déjà pas mal de commentaires. On voit d'ailleurs ce qui se passe sur votre plateau. Mais disons que Clarence Seedorf a choisi ses hommes, les 23, et il a dit en conférence de presse répondant aux questions de journalistes, il fait avec ceux qui sont dans des championnats compétitifs. Il estime que la Chine, le Moyen-Orient, le Qatar et autres ne font pas partie des championnats qui peuvent lui produire des joueurs dont il a besoin de l'équipe nationale de football du Cameroun. Et disons également que selon ce qui est prévu par la FIFA, la Fédération internationale de football association, le sélectionneur ou le coach d'une équipe choisit celui qui l'accompagne en conférence de presse. C'est donc pourquoi Clarence Seedorf est libre d'avoir choisi d'être accompagné par Patrick Kluivert. Il aurait pu choisir d'être accompagné par un joueur lorsqu'ils sont en sélection, comme ce sera le cas bientôt. Donc, on passera au crible cette liste tout à l'heure avec les analyses, les commentaires. Nous aurons 2 entraîneurs de football chevronnés en plateau pour cette édition de 100% foot, au cours de laquelle nous parlerons également de la Coupe du Cameroun avec les quarts de finalistes qui sont connus depuis hier dimanche. Nous reviendrons également sur cette rencontre tenue en milieu de semaine dernière entre le ministre de l'Éducation physique et les anciens footballeurs de l'équipe nationale du Cameroun. Ils sont une trentaine à peu près qu'on a placé sous l'étiquette de légende de football camerounais qui viennent d'être associés à l'organisation de la CAN 2019. Voilà, tout à l'heure, 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Célestin Ndiamène. Clarence Zedorf a choisi de se faire accompagner à cette conférence par Patrick Kluivert. Vous êtes convaincu maintenant? Mais en général, quand un entraîneur se fait accompagner par un joueur, c'est que ce joueur, en général, il passe par ordre en général. Oui. Ce joueur est sollicité par la presse Oui. et que l'entraîneur tient un discours qui n'a rien à voir avec celui du joueur. Ok. Généralement, le joueur lui pose des questions sur sa performance et sur ses coéquipiers. Ok. Mais pour la tactique, la technique de l'équipe,
le plan de jeu, le joueur ne parle pas du plan de jeu. C'est l'entraîneur. Or, Kluivert peut se prévaloir d'être entraîneur. Et parler non pas des coéquipiers, puisqu'il n'en a pas, il est l'entraîneur, mais plutôt de plan de jeu. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un seul patron en termes de plan de jeu. Ok, merci Célestin Djamène. Merci également à vous, Martin Zan, d'être passé, merci. Merci Olivier Mombo, merci. Et bonne fête. Hein. Merci. Ouais, c'est demain. Merci beaucoup. Merci également à vous Thierry Gnopin. C'est Jalin, c'était un plaisir. Voilà. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition d'Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit en Guantette. Le groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises, situé au quartier Emana après le pont derrière Élégance Pressing, a bouclé sa première année scolaire le mercredi 6 juin 2018. Travailler, ça c'est le travail peinant. C'est un vie qu'une seule fois dans la vie. Cette cérémonie, qui a connu un éclatant succès, était ponctuée par plusieurs temps forts, à l'instar du discours de l'administrateur Victor Djadjo, qui a saisi l'occasion pour dresser un bilan très reluisant des 9 premiers mois d'existence du groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, a fort opportunément rappelé l'administrateur avant d'égrener à la grande satisfaction des parents et des invités présents le chapelet des bons points enregistrés par le groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises. Au concours d'entrée en 6e, le taux de réussite a été de 100% dans les 6 lycées et collèges sollicités. Et quelques semaines plus tard, 100% au CEP et au First School Living Certificate. Au-delà des résultats scolaires qui démontrent à suffisance qu'un travail sérieux a été abattu en amont par les enseignants, les conseillers pédagogiques, les élèves et leurs parents, il est à noter que c'est une élève du groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises qui a été retenue pour prononcer le discours bilingue à l'école don japonais d'Etoudi en février 2018 lors de la journée nationale du bilinguisme. Le 11 février, fête nationale de la jeunesse, le groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises a été sélectionné parmi les 5 écoles appelées à défiler au boulevard du 20 mai. Passage très applaudi, pari tenu pour cette